George Tucker boucla le ceinturon de cuir qu'il s'était fait faire sur mesure et glissa son revolver dans l'étui. Revolver qui n'était évidemment pas chargé, comme l'exigeait le règlement du club de tir. Il chaussa ses lunettes spéciales anti-impact et se coiffa du protège-oreille destiné à amortir le bruit des détonations. Il ramassa une boîte de balles, une liasse de cibles en carton, et alla jusqu'à la porte insonorisée qui ouvrait sur le pas de tir. Là, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule dans l'espoir d'attirer l'attention du responsable de la salle, mais en cet instant précis, le responsable, Tex Barry, n'avait d'yeux que pour Sally, la femme de George. Tex Barry et Sally Tucker étaient assis côte à côte derrière le comptoir, buvant du café dans des gobelets en plastique et fumant cigarette sur cigarette. Dans le souvenir de George, tout avait commencé de manière plutôt innocente. Du jour où il avait annoncé à Sally son intention de faire du tir sur cible pour se distraire, celle-ci n'avait cessé de la sticoter. « Oh, George, je ne vois vraiment pas l'intérêt de cribler de trous un bout de carton. Vous, les hommes, vous avez toujours besoin de prouver votre virilité ou je ne sais quoi, sans compter ce que ça doit coûter. Les armes, les munitions, la cotisation au club et le prix exorbitant de la licence. Je voudrais bien voir ce que tu dirais si c'était moi qui dépensais autant d'argent pour m'amuser. » En fait d'amusement, jusqu'ici, Sally se distrayait en faisant de la tapisserie, ce qui ne coûtait pas très cher. Mais George s'était montré intraitable. Et quand 6 mois plus tard, il était rentré chez lui avec sa licence toute fraîche et une arme dûment enregistrée par la police, Sally avait lancé sa dernière flèche. « Oh, George Tucker, que Dieu te vienne en aide, si jamais cette arme est la cause d'un accident. » Ensuite, ayant laissé éclater sa colère, elle parut accepter la nouvelle distraction de son mari. Et quand George, s'étant pris de passion pour ce sport, se mit à aller de plus en plus souvent à la salle de tir, Sally insista de manière tout à fait surprenante pour l'accompagner. « George, nous sommes déjà si rarement ensemble. Je peux aussi bien faire ma tapisserie là-bas, et comme ça, je pourrais te surveiller en même temps. » Elle avait cligné de l'œil en disant cela. George lui avait dit que très peu de femmes fréquentaient la salle de tir, et que le temps qu'il y passait ne méritait surtout pas de provoquer sa jalousie. Or, pour l'instant présent, Sally buvait et fumait en compagnie de Tex. George décida de mettre un terme à leur tête-à-tête. « Tex !» Tex leva les yeux avec une expression agacée et vit George qui attendait. Il allongea la main sous le comptoir et pressa un bouton. Le verrou électrique bourdonna et George ouvrit brusquement la porte du stand de tir. Le vif intérêt de Sally pour la salle de tir et pour son responsable, le séduisant Tex, n'était pas longtemps demeuré innocent. Le travail de Tex consistait à veiller à ce que tout aille bien, à vendre de temps en temps une boîte de chiffons spéciaux pour nettoyer les armes et, quand l'occasion se présentait, à donner quelques conseils aux débutants. Sally n'avait pas beaucoup avancé dans sa tapisserie. D'abord, Tex lui avait offert du café et des cigarettes, lui parlant de la pluie et du beau temps. Par la suite, leur conversation s'était étoffée, et Sally avait fini par s'asseoir à côté de lui, derrière le comptoir, comme si l'endroit lui appartenait. À la fin, elle ne prenait même plus la peine d'apporter son ouvrage. George laissa la lourde porte se refermer derrière lui et se dirigea vers le pas de tir qui se trouvait juste en face.
Puis, il gagna la cabine la plus éloignée. C'était la seule qu'on ne pouvait pas voir depuis le hall d'entrée. En effet, les autres cabines étaient nettement visibles à travers les doubles fenêtres épaisses, percées dans le mur derrière la ligne de tir, mais celle-ci était dissimulée par la porte insonorisée. La cabine était vide. George y entra. Il déposa ses munitions et ses cibles sur l'étagère. La plupart des tireurs évitaient cette cabine parce que l'éclairage n'était pas très bon et que les bruits qui filtraient à travers la porte derrière eux les empêchaient de se concentrer. S'il n'y avait pas eu la manière dont Sally était suspendue aux lèvres de Tex et la façon qu'avait Tex de regarder Sally, George n'aurait pas trouvé ça trop grave. La concurrence ne lui avait jamais fait peur. Sally et lui étaient séduisants l'un comme l'autre, et même s'ils n'avaient pas eu d'enfants, ils avaient eu bien des satisfactions en 10 ans de mariage. Ensemble, ils s'intéressaient à beaucoup de choses, et ils s'amusaient. Enfin, ils s'étaient amusés. George sortit le colt de son étui, dégagea le cran de sûreté et fit basculer le barillet sur le côté. Il prit l'arme dans sa main gauche et, de sa main droite, ouvrit la boîte de balles et en répandit quelques-unes sur l'étagère. Les doigts tremblants, il ramassa les balles une à une pour les engager dans les alvéoles du barillet. Le changement qui s'était opéré chez Tex avait fait mal à George. Au début, quand il s'était inscrit au club, Tex s'était montré amical et secourable. Il avait fait en sorte que George se sente à l'aise. Il lui avait expliqué, patiemment, selon quel processus compliqué on pouvait acquérir un port d'armes, et en attendant que sa licence lui soit accordée, ce qui avait pris pas mal de temps, Tex avait initié George aux règles de tir et de sécurité en utilisant un pistolet à air comprimé. Quand George avait enfin obtenu son permis de port d'armes, Tex avait manifesté autant de joie que lui. Il l'avait aidé à choisir l'arme qui lui convenait et lui avait montré comment la charger, la manier, comment contrôler le recul pour garder la plus grande précision possible, comment la nettoyer, comment la maintenir en bon état. Puis, Sally avait commencé à accompagner George à la salle de tir et tout avait changé. Maintenant, Tex Barry ne parlait presque plus à George. Trop occupé qu'il était à parler à Sally. George finit de charger son arme et referma soigneusement le barillet. Il fit glisser le revolver dans sa main droite et soudain se pencha en avant, s'appuyant de tout son poids au comptoir qui se trouvait devant lui. Il se sentait complètement épuisé. Pratiquement isolé du bruit par son protège-oreille, il pouvait entendre faiblement les détonations des autres tireurs autour de lui, qui résonnaient comme de lointains pétards. Puis, pendant une accalmie, il perçut le claquement des mécanismes des supports des cibles qui dégageaient celles qui étaient trouées pour les remplacer par des cibles intactes. Quand George, depuis son bureau, avait téléphoné à Sally, qui en principe devait se trouver à la maison, il n'avait pas obtenu de réponse. Et il avait commencé à s'inquiéter. Tex assurait le service du soir à la salle de tir et ne travaillait pas pendant la journée, alors que George, lui, allait au bureau de 9h à 17h. Au commencement, George s'était efforcé d'étouffer ses soupçons en se persuadant qu'ils étaient absurdes. Mais le besoin de connaître la vérité
avait été le plus fort. Un matin, il partit travailler comme d'habitude, s'arrêta à la station-service pour téléphoner au bureau, prétextant qu'il était souffrant, et, faisant demi-tour, il revint surveiller sa propre maison. Qu'avait-il découvert? On le devine aisément. Mais aujourd'hui, qu'allait-il faire? Quelques cabines plus loin, quelqu'un tirait à la carabine. Rien à voir avec le bruit d'un revolver ou d'un pistolet. Georges arma son revolver et le leva à bout de bras, puis le baissa à nouveau, sans tirer, et appuya sur le bouton ménagé dans la cloison pour appeler le responsable. Le règlement était affiché à l'évidence dans chaque cabine de tir. L'officier responsable du club doit être appelé immédiatement dès que quelque chose ne fonctionne pas ou qu'une arme fait un raté. Georges pouvait imaginer l'irritation de Tex en entendant la sonnerie. Il le voyait en train de vérifier sur le tableau central quel clignotant s'était allumé, puis s'excuser auprès de Sally avant de s'approcher de la ligne de tir et, avec sa clé, ouvrir la porte. Georges se retourna pour faire face à la porte, tenant mollement son revolver à la hauteur de sa taille. De sa main gauche, il enserra son poignet droit pour raffermir sa prise. Tex Barry entra, referma la porte derrière lui et se tourna vers Georges. « Un problème, Georges ?»« Non, Tex. Plus de problème. » Et Georges lui logea une balle en plein cœur. Tex Barry s'écroula sans un mot, les yeux étonnés. Georges recula en trébuchant et trouva appui sur le comptoir de sa cabine de tir. Il arracha son protège-oreille et se mit à crier « À l'aide, au secours !» Il lui sembla que cela durait une éternité. Mais peu à peu, les coups de feu cessèrent et une foule de tireurs vint se presser dans sa cabine. Il essaya d'expliquer ce qui s'était passé, mais ses propos étaient incohérents. C'était un raté, vous comprenez? J'ai appelé l'officier responsable. J'ai voulu lui montrer l'arme. Mon Dieu, quelle imprudence, quelle imprudence. Jamais j'aurais dû braquer le revolver sur lui. Il y a eu un tir à retardement, vous comprenez? Le coup est parti tout seul. L'un des hommes s'était agenouillé près du corps de Tex. « Je crois qu'il est mort. Il faut appeler une ambulance. » Ça faisait un moment déjà que l'on frappait lourdement contre la porte. Quelqu'un l'ouvrit. Sally apparut dans l'embrasure. Elle baissa les yeux vers le corps de Tex, puis regarda Georges. Son beau visage devint blême, et l'un des hommes présents l'aida à s'asseoir sur une chaise. Georges remarqua qu'elle ne poussa pas de cri et qu'elle ne pleura pas. Simplement, elle était pâle comme une morte. Georges s'assit par terre à côté du corps de Tex et refusa toutes les propositions des autres membres du club qui voulaient lui faire boire du café ou l'emmener prendre l'air. Il pensait au premier temps, quand Tex lui avait appris à tirer. Il se souvenait. Tex lui avait dit « Vous voyez, Georges, de nos jours, il y a de moins en moins de ratés, comme on dit. Mais ça peut encore se produire, même avec les munitions dont nous disposons, qui sont de meilleure qualité qu'avant. C'est pas très grave si ça arrive. Mais il faut jamais perdre de vue que l'arme peut partir à retardement. N'oubliez jamais ça, Georges. »
et Tex lui avait alors expliqué la différence. Un coup pouvait ne pas partir à cause d'un défaut de fabrication de la balle, et on avait ce qu'on appelle un raté. Mais parfois, la mise à feu était retardée et le coup partait quelques secondes, voire quelques minutes après que l'on eut appuyé sur la détente. Coup de feu à retardement. Voilà ce que l'on murmurait dans la salle de tir en attendant l'arrivée de la police. Sally avait mis 10 ans pour prendre un amant. George se demandait s'il pourrait jamais la reconquérir. Si seulement la police gobait son histoire d'accident, il en aurait peut-être l'occasion. Mais est-ce que Sally allait le croire? Ils avaient été on ne peut plus discrets, Tex et elle. Et en dehors de George lui-même, Sally était la seule personne vivante maintenant qui soit en mesure de parler de sa liaison à la police. Or, si la police n'était pas informée de cette liaison coupable, il n'y avait pas de mobile. Il faudrait bien alors que la police retienne la thèse de l'accident. George mit longtemps à faire sa déposition. Il dut la répéter à plusieurs reprises, chaque fois qu'un policier plus gradé que le précédent arrivait sur les lieux. Comment était-il venu pour s'entraîner au tir sur cible? Comment avait-il chargé son arme? Comment y avait-il eu un raté dès la première tentative? Comment avait-il sonné pour appeler le responsable, conformément au règlement? Et comment avait-il montré le revolver à Tex? Et comment le coup était-il parti? À retardement. Monsieur l'inspecteur, le coup est parti à retardement. Le corps de Tex Barry avait été emmené dans une ambulance, et maintenant Sally était en train d'observer George pendant qu'il racontait sa version des faits à la police. Le jour de leur mariage, 10 ans plus tôt, lui revint en mémoire. Jamais, en ce temps-là, elle n'aurait pu avoir une liaison. Jamais. La déposition de George étant terminée, les policiers étaient sur le point de partir. « Inspecteur !» Sally était restée si longtemps silencieuse que sa voix les fit sursauter. Sans regarder George, elle se mit à parler. « Inspecteur, je suis sûr que vous l'avez remarqué. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de cible en carton sur le support qui se trouve dans le champ de tir de mon mari? Qu'avait-il donc visé avant que le coup ne parte à retardement? » George sentit que tout s'effondrait autour de lui. Comment avait-il pu penser un seul instant que Sally croirait à un accident? La cible. Quel idiot! Il avait oublié la cible. Et Sally, froidement, ne pensait qu'à venger son amant. George s'apercevait avec amertume qu'il avait tué un homme pour reconquérir une femme qui ne l'aimait plus. Quel imbécile il était. Et en plus, il avait commis une grossière erreur. Il avait tout simplement oublié de mettre une cible. Il regarda Sally, des larmes plein les yeux. Et tandis que les policiers lui passaient les menottes, il murmura « Je t'aime, Sally. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. »
Diane Green. J'ai 15 ans. J'ai été convoqué chez la vieille dame cet après-midi par un coup de téléphone de la police. Et ça me tracasse. J'ai jamais été interrogé par des policiers. Avant d'entrer dans son appartement, j'ai regardé par le Judas. Comme papa a jamais remplacé le volet interne du Judas qui avait été arraché, la porte de la vieille dame est probablement la seule à New York qui permette de voir ce qui se passe à l'intérieur. Rendue à demi aveugle par la cataracte, la vieille dame était assise dans le désordre de ses affaires, en train de bavarder avec un vieux flic obèse et puis un autre plus jeune, aux cheveux coupés courts. J'entendais sa voix à travers la porte. « Bien entendu, messieurs, le collier n'était pas assuré. À quoi cela sert-il d'assurer ce que l'argent peut acheter? » « Le collier de jade est la seule chose qui a été volée, madame. » Oh ben, c'est bien assez comme ça, vous ne trouvez pas? C'est un Chinois qui l'avait offert à mon grand-père, missionnaire en Chine, il y a très longtemps. Pensez-vous, madame, que ce soit la fille que nous avons convoquée qui fait ça, cette, comment elle s'appelle déjà, Diane Green? Oh, elle peut entrer ici comme elle veut, avec la clé de son père. Mais comme elle est venue plusieurs fois faire le ménage chez moi, elle sait où se trouvent mes affaires. De plus, elle savait très bien que j'allais chez le coiffeur mardi. Alors, je suis sûre que c'est elle. J'en suis désolée d'ailleurs. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. Mais pourquoi tout ce désordre, madame? Si le coup a été fait par quelqu'un qui savait où trouver ce qu'il cherchait, pourquoi est-ce que ce quelqu'un aurait trafiqué la serrure? Puisque vous me dites que la petite, elle avait le pass de l'immeuble. Pour vous lancer sur une fausse piste, mon pauvre monsieur. Ouais. Quel âge elle a déjà? 15 ans. Mais elle connaît le mal comme un adulte. Bah, si elle faisait votre ménage, madame, il doit y avoir ses empreintes dans tout l'appartement. C'est pas comme ça qu'on la coincera. J'ouvris la porte avec la clé de papa avant qu'ils aient trouvé une meilleure façon de m'épingler, et je me joignis à eux. Je demandais, « Qu'est-ce qui s'est passé, madame Carpenter? » Ah, c'est à vous de nous le dire, Diana. Je m'assis sur une chaise, en prenant un air très étonné. Le vieux gros flic me demanda, « Êtes-vous Diane Green, la fille de Billy Green, le gardien de cet immeuble? » « Oui, monsieur. »« Vous vivez avec votre père dans l'appartement du sous-sol, c'est ça? »« Oui, monsieur. »« Je suis l'inspecteur O'Neill, et voici l'inspecteur Rose. Nous enquêtons sur un vol qui a eu lieu ici au cours des 2 dernières heures. »« Vous savez, monsieur l'inspecteur, j'ai mis madame Carpenter en garde contre les colporteurs qu'elle laisse entrer chez elle, mais comme elle est d'une famille de missionnaires, comme elle dit, elle pense que tout le monde mérite d'entendre la bonne parole, voyez? » On aurait dit que je venais de lui planter un couteau dans le dos à la vieille. Désolé, vieille dame, mais ou c'est toi, ou c'est moi, ou c'est Tiger et moi. L'inspecteur regarda madame Carpenter. Madame Carpenter, quand nous sommes entrés dans cet immeuble, nous avons marqué l'interphone qui relie les appartements à la porte principale du rez-de-chaussée, laquelle, j'imagine, ne s'ouvre qu'avec une clé ou quand un locataire appuie sur son bouton. Oui, c'est exact, monsieur l'inspecteur. Mon père s'est tellement efforcé d'assurer la sécurité des locataires qu'un étranger ne peut pas pénétrer dans l'immeuble sans l'assistance d'un locataire, voyez? La vieille dame me jeta un regard mauvais. Enfin, monsieur l'inspecteur, j'aurais difficilement pu faire entrer un étranger quand je n'étais pas là, voyons. Mais, dame Carpenter, sauf votre respect, vous êtes quand même très bavarde. Alors, vous auriez pu en raconter assez à quelqu'un pour qu'il sache à quel moment vous seriez absente et qu'il se glisse dans l'immeuble à ce moment-là dès qu'un autre locataire ouvrirait la porte. Ensuite, pour peu que vous ayez oublié de fermer votre verrou, comme ça vous arrive souvent, il n'aurait pas eu beaucoup de difficultés pour ouvrir la serrure du milieu, hein? Vous comprenez, monsieur l'inspecteur? Pour mieux protéger les locataires, papa, il a fait installer un système de double verrou sur toutes les portes. Mais ça n'est pas quelqu'un d'étranger à la maison qui a volé mon collier. Quel collier, Mme Carpenter?
C'est l'inspecteur qui me répondit. Un collier de jade. Qu'est-ce que c'est du jade, inspecteur? Ne faites pas l'innocente, Diana. Je vous ai expliqué ce qu'était le jade un matin. Souvenez-vous, vous aviez le collier dans la main et vous avez même dit que vous adoriez cette couleur vert foncé. Le gros flic me demanda. Vous faites le ménage chez Madame Carpenter, Mademoiselle Green? Oui, monsieur l'inspecteur. Chez Madame Carpenter et puis chez 2 autres vieilles dames. Quelqu'un peut-il se porter garant de votre présence pendant les 2 dernières heures? Mon père, monsieur l'inspecteur. J'ai employé les 2 dernières heures à nettoyer le four. Vous savez, depuis que maman est morte, je fais de mon mieux pour aider papa à garder la maison propre. Hier, j'ai vu un vendeur de magazines sonner à tous les appartements. Les locataires, ils l'ont pas laissé entrer, mais peut-être que Madame Carpenter... La vieille dame, furieuse, me coupa la parole. « Sors net, inspecteur. Cette fille joue la comédie. La vérité, c'est que son père devait être encore complètement ivre au moment du vol. Quant à sa pauvre mère, elle n'est pas morte. Elle a filé un beau jour, après avoir volé régulièrement de l'argent aux occupants de l'immeuble. Oui, oui, elle a filé avec un homme, monsieur l'inspecteur. Madame Carpenter, si on est tous des voleurs, comment se fait-il qu'on nous garde dans cet immeuble? Monsieur l'inspecteur, Madame Carpenter raconte des mensonges sur nous parce qu'on lui a demandé de ne pas introduire d'étrangers dans cette maison. Elle en a tenu aucun compte. Et maintenant, elle refuse d'admettre que c'est elle qui a fait entrer le voleur. Le gros inspecteur se tourna vers la vieille dame. Est-il vrai, Madame Carpenter, que vous ouvrez votre porte à des colporteurs et que vous leur racontez vos petits problèmes? Mais quelquefois, inspecteur, n'est-ce pas? Il m'arrive aussi de leur offrir une tasse de café. Mais aucun représentant ne m'a volé mon collier. Écoutez, Diana, si vous me rendez ce collier, je ne porterai pas plainte, je vous le promets. Mais je peux pas vous rendre ce que j'ai pas, Dame Carpenter. Le gros inspecteur se dirigea vers la porte. Arrivé là, il se retourna. Madame Carpenter, on ne peut pas accuser les gens sans preuve. N'est-ce pas? Nous allons parler au père de cette jeune fille et vérifier les pistes que nous avons. J'espère que vous retrouverez mon collier, inspecteur. Sinon, je m'en chargerai. Mais tant pis pour cette petite voleuse. Quel moyen cette vieille chipie allait-elle employer pour retrouver son collier de jade? Les policiers ont certainement remarqué que papa n'était pas tout à fait sobre quand il a affirmé que j'étais en train de nettoyer le four au moment du vol. Cependant, ils m'ont plus posé de questions. La vieille dame fit changer son verrou et refusa d'en remettre une clé à papa. Elle me dit qu'elle voulait plus que je vienne faire son ménage, ce qui m'était bien égal parce que j'aimais pas travailler pour elle. Elle conseilla aux Miller et à d'autres locataires de changer leur verrou, mais ils l'écoutèrent pas. Mais le plus ennuyeux, c'est qu'elle se mit à me suivre partout. Au supermarché, je la surprenais en train de me surveiller. Et quand je la vis dans notre lieu de rendez-vous habituel, un café du coin de la rue, prenant le thé à une table proche de la mienne, je racontais mes ennuis à mon amie Maria. Tu comprends, Maria? La vieille taupe, elle espère me voir porter le collier. Elle n'a pas d'autre moyen de prouver que je l'ai pris. Pourtant, elle devrait savoir que je suis pas assez bête pour ça. Ah non, je suis pas assez bête. Je suis même très maline, comme dit Tiger. Alors, le jour même, je me suis mis à la recherche d'un collier de pacotille ressemblant au sien. Je l'achetais et je le portais. J'attendis pas longtemps avant de me retrouver face à l'inspecteur O'Neill et à la vieille taupe qui désigna mon cou d'un doigt triomphant. « Mademoiselle Green, est-ce que je peux examiner le collier que vous portez? »« Oui, monsieur l'inspecteur. » J'ôtai le collier vert
et je lui tendis. « Regardez vous-même, Madame Carpenter. C'est de la verroterie, ce collier. » Le visage de la vieille taupe vira au rouge. « Excusez-moi de vous avoir dérangé, inspecteur. Ce sont mes pauvres yeux, vous comprenez. » Tiger fut pas du tout épaté par le collier. « Pourquoi t'as pris ça, Diane? Les perles de cette taille sont tellement repérables que c'est comme si le nom de la propriétaire était inscrit dessus. » J'avais envie de pleurer. « Tiger, tu fais pas tant d'histoire pour Mathilda. » »« Espèce d'idiote! Mathilda me rapporte des éclats de diamants et de l'or que personne pourra identifier. »« Oh, Tiger, je fais de mon mieux dans cet immeuble, tu sais. » »« Ma pauvre fille, mais le premier prêteur sur gage venu identifierait cette broche de perles et de corail d'après une liste de bijoux volés établie par les flics. T'es folle ou quoi? » »« Mais, Tiger, il n'y a rien d'autre qui ait de la valeur dans cet immeuble. » »« Ben, et les autres vieilles dames chez qui tu fais le ménage? » »« Il y en a une qui a déposé ses bijoux dans un coffre, et l'autre, elle a donné tout ce qu'elle avait de précieux à sa fille. » »« Diana, je suis sûr que la vieille Carpenter doit posséder des choses qui m'intéressent bien plus que ça. Si seulement je pouvais fouiller son appartement, je les trouverais, moi. »« Tu ferais mieux de pas essayer, Tiger. J'ai déjà eu assez de mal à me débarrasser des flics dans cette affaire. » »« Mais t'as réussi à t'en débarrasser, hein? De nos jours, c'est la victime qui a le mauvais rôle. Diana, t'as qu'à m'introduire dans l'appartement et je me chargerai du reste. »« Mais j'ai pas la clé de son nouveau verrou, Tiger. »« Mais aucun verrou peut m'empêcher d'aller où je veux, Diana. Aucun. T'as qu'à me dire le jour où elle s'absente de chez elle, la vieille. » Même si j'avais eu aucune envie de participer à ce coup, alors que l'affaire du collier était à peine terminée, je pouvais pas me permettre de perdre Tiger. J'étais très amoureuse de lui. C'est pourquoi je lui donnais l'ancien emploi du temps de la vieille dame. Mais la vieille taupe, elle le modifia, cet emploi du temps, comme si elle avait deviné nos projets. Elle cessa de sortir. Oui, elle se fit livrer par l'épicier et se mit à teindre elle-même ses cheveux. On aurait cru qu'elle avait décidé de passer le restant de ses jours à surveiller ses affaires. Ce qui confirma les soupçons de Tiger. Elle devait certainement posséder des objets précieux. Un après-midi, alors que la vieille n'avait pas franchi le seuil de sa porte depuis plus d'1 mois, Tiger me dit « Diane, je viens d'avoir une idée géniale. Donne-moi le numéro de téléphone de la vieille taupe. » Je trouvai le numéro de téléphone de la vieille dans l'annuaire et Tiger le composa. « Allô? Allô? Madame Carpenter? Bonjour, madame. Ici Joe Gaskell. Voilà, madame, j'ai un magasin de prêt sur gage au coin de la 57e rue et de la 11e avenue. Il y a ici un collier de jade dont la police pense qu'il pourrait vous appartenir. » D'où je me trouvais, j'entendis la vieille taupe glapir d'excitation. J'étais sûr que d'ici quelques minutes, elle serait dehors en train d'appeler un taxi. Eh bien, c'est effectivement ce que Tiger et moi, on la vit faire depuis notre fenêtre. Quand elle fut partie, Tiger me dit « Ha! D'ici qu'elle comprenne qu'on l'a roulée et qu'elle revienne avec un autre taxi, elle sera coincée dans les embouteillages de fin de journée. On a tout notre temps, ma Diana. » Muni des outils de papa, Tiger entreprit de soulever la porte et de la sortir de ses gonds, en faisant le moins de bruit possible. Une fois à l'intérieur de l'appartement, j'observais les doigts agiles de Tiger ratisser les tiroirs de la commode. Il trouva 5 bracelets en or. Dans la cuisine, il découvrit 6 petites cuillères en platine et, derrière un album de photos jaunies, il dénicha un poste de radio à transistor. Les bras chargés, je quittais l'appartement pendant que Tiger remettait la porte en place. Je ne sais pas si la vieille dame a parlé du 2e cambriolage à la police. En tous les cas, ils m'ont pas interrogé. Comme disait Tiger, le 2e coup a dû définitivement écarter les soupçons qui pesaient sur moi.
Pour me récompenser de ma participation, Tiger m'offrit des boucles d'oreilles en éclats de diamants que Mathilda avait subtilisées à la bijouterie où elle travaillait. Après le second cambriolage, Mme Carpenter retourna chez son coiffeur régulièrement et elle engagea une autre femme de ménage. Rien dans son comportement n'indiquait qu'il s'était passé quelque chose, sinon qu'elle nous snobait, papa et moi. Ce qui m'arrangeait tout à fait, en fait. Enfin, ça m'arrangeait jusqu'à une certaine nuit. Il était 3 heures du matin, la sonnerie du téléphone me réveilla. Comme papa s'était saoulé le soir précédent, je savais qu'il n'entendrait pas le téléphone, alors c'est moi qui répondis. C'était Madame Carpenter. « Diana, venez vite, mon petit, il y a le feu chez moi. » Ça me réveilla complètement. Heureusement, papa m'avait appris à garder la tête froide en cas d'urgence. Alors, j'appelai les pompiers. Ils réveillèrent papa en tambourinant contre notre porte, et papa alla tirer l'échelle de secours en grommelant des injures, comme chaque fois qu'il est saoul. Les pompiers firent sortir tous les occupants de l'immeuble, sauf Madame Carpenter qui voulait pas, ou qui pouvait pas ouvrir sa porte. Ensuite, pendant que les autres locataires, papa et moi, on regardait depuis la rue, un pompier gravit l'échelle de secours jusqu'à la fenêtre de la vieille taupe au 4e étage. Il brisa la fenêtre. Quelqu'un demanda « Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de fumée ?» Au bout d'un moment, un pompier sortit et nous annonça que le feu était éteint. Papa et moi, on trouva Madame Carpenter chez nous, en robe de chambre. Elle était accompagnée de l'inspecteur O'Neill, le gros flic obèse. Le contenu de mon tiroir de commode était étalé sur la table de la salle à manger. Et cette vieille taupe tenait dans sa main son collier de jade. Un des colporteurs que j'ai laissé entrer chez moi a dû jeter une cigarette allumée dans ma corbeille à papier. Quand le feu s'est déclaré, je suis descendu vous chercher, Diana. Votre porte était grande ouverte. J'ai trouvé ces objets un peu partout. La vieille taupe mentait effrontément. « C'est pas vrai, Mme Carpenter. C'est pas vrai. Ils traînaient pas un peu partout, ces objets, comme vous dites. Vous les avez trouvés dans mon tiroir. » Le gros flic obèse me demanda « Mademoiselle Green, que faisait dans votre tiroir ce bracelet à breloques dont Madame Foster a signalé la disparition il y a 3 mois? Et cette broche de perles et de corail qui a été volée à Mme David Brown? Et le collier de Madame Carpenter, hein? » Ils m'ont été offerts par mon petit ami, inspecteur. Mademoiselle Green, il semblerait plutôt que vous les ayez pris pour les donner à votre petit ami, George Tiger Fenwick. Qui est George Tiger Fenwick, inspecteur? Un séducteur de quartier qu'on soupçonne de faire travailler une 12aine d'adolescentes. Échappable pour son compte dans les magasins ou les appartements. Avec les bénéfices, il achète de la drogue et il paie des gamins pour la revendre. C'est un mensonge, inspecteur. C'est pas vrai. Il n'y a que Mathilda et moi qui volons pour Tiger. Et il met de l'argent de côté pour plus tard, quand on sera mariés. Mademoiselle Green, votre ami Tiger, il ferait mieux d'économiser pour payer les honoraires de ses avocats. Parce qu'avec tout ce que vous venez d'avouer, on en a assez pour l'épingler. En attendant, vous allez nous suivre. Quand Tiger aura purgé sa peine, et moi la mienne, ici, dans la maison de correction où on me redresse, comme on dit, je réussirai bien à le convaincre que j'ai rien fait pour que les flics l'arrêtent. C'était pas ma faute. Alors, je suis sûr qu'on se mariera, Tiger et moi. Papa vient me rendre visite quand il peut. Il me donne des nouvelles de Mme Carpenter dont le bail a encore 1 an à courir. L'assistante sociale de la maison de correction m'a traité aujourd'hui de dindon de la farce.
Je sais pas ce que c'est, moi, un dindon de la farce. Mais je lui ferai certainement pas le plaisir de lui demander. Dindon de la farce? Est-ce que, par hasard, ça aurait pas quelque chose à voir avec Tiger? Enfin, j'ai encore 5 ans pour essayer de trouver la réponse à cette question.